Arc-en-ciel. Arc-en-ciel, chaque dimanche, actualité, culture, économie, société et animation festive. Avec Abdelatif Arc-en-ciel, la chronique. Arc-en-ciel info. Arc-en-ciel, animation festive. Avec notre deuxième intervenant, Monsieur Claude Rouels. Bonjour, professeur. Bonjour monsieur, ça me fait très plaisir de vous retrouver. Eh bien écoutez, le plaisir est partagé et merci infiniment de votre grandeur de cœur d'accepter ce retard qui est dû à une panne qui sort de notre capacité. Et voilà, donc nous sommes là et on va essayer de faire pour le mieux pour que cette émission de ce jour puisse arriver à sa fin avec des propositions. Vu la décision de M. le Président de la République de poser les jalons de l'islam de France d'ici la fin du premier semestre 2018. Et dans ce cadre-là, vous êtes invité, vu que vous avez participé au décryptage de l'islam, de l'état des lieux de l'islam de France. Nous sommes arrivés et avant vous, il y avait Monsieur Youssef Mechria, le conseiller du ministère des Affaires religieuses de l'Algérie et qui a parlé de la formation des imams. Donc j'aimerais bien avoir votre avis, mais avant tout, notre auditoire doit savoir que Monsieur Claude Rouels, professeur de philosophie, traducteur de textes et de Goethe, Hidjerer, directeur de premier DU de formation civile et civique créé en France en 2007-2008 à l'ICP. Claude Rouels a été aussi, entre autres, professeur à l'Institut musulman de la Mosquée de Paris, avec Bernard Godard et à la demande du maire de Servan, en 93, a animé cette année une formation à la laïcité pour l'ensemble des services de la ville. Ma première question, professeur, comment vous voyez cet état de retour à la violence qui a fait beaucoup de dégâts? C'est pour la deuxième fois qu'il y a un militaire qui perd la vie et pas de la même manière et pas de la simple manière, d'une manière héroïque, d'une manière de grandeur nationale, le militaire qui s'est échangé par rapport à une victime et surtout une femme. Alors deux choses. D'abord, je vais me référer puisqu'au fond vous avez fait vous avez l'amabilité de dire que je suis effectivement professeur de philosophie. À la fin d'un de ses grands livres, Maurice Merleau-Ponty, qui était un grand philosophe français, disparu trop tôt en 61, il avait terminé son grand livre Phénoménologie de la perception en disant voilà, je parle du héros, mais à ce moment-là, je ne peux pas parler parce que moi, je ne suis pas un héros. Et il disait, il ne convient pas qu'un autre parle en son nom. Et il citait Saint-Exupéry, qui effectivement avait été mort pour la France, disparu pour la France en 1944. Donc là, au fond, ce qu'il faut dire, c'est que le héros, c'est celui qui s'accomplit dans le sacrifice et qui sacrifie sa vie, qui s'accomplit au fond par la mort et que nul ne peut parler en son nom, ce serait trop facile et hélas certains politiques ne s'en privaient pas et ne s'en privent toujours Exactement. Pas. Mais au fond, il faut saluer cet homme qui a fait son devoir et c'est au fond ce devoir qui s'inscrit dans la grande tradition de la République française. Voilà, donc juste ce là, on parle bien entendu, mesdames et messieurs, du commandant Arnaud Beltrame, exactement, le gendarme qui a décédé suite à ses blessures lorsqu'il a échangé par rapport à une victime. Là, toute sincère condoléance. Héros, là, le mot n'est pas galvaudé, c'est vraiment, on peut dire ça, c'est un héros. Voilà. Alors, maintenant, pour en revenir à cette question toujours
au fond sur la brèche de la formation des imams. D'abord, il faudrait dire que il faut former non seulement les imams, mais les présidents d'associations de mosquées, parce que c'est vrai que souvent ils ont leur mot à dire. Il faut aussi, et c'est le cas de la quinzaine de diplômes universitaires qui sont maintenant en France et à Paris, il y a aussi celui de la Sorbonne et celui de Paris Sud, qui les deux étant tout à fait remarquables. Donc là, et il y en a bien d'autres, parce qu'il y en a même un à La Réunion et un à Mayotte, si je ne dis pas de bêtises. Donc au fond, tous ces diplômes universitaires de laïcité ont pour but de former des cadres, non seulement des cadres religieux musulmans, mais des cadres religieux de toutes les religions et des gens qui n'ont aucune religion, mais qui souhaitent avoir une formation civile et civique très très forte. Bon, eh bien, c'est depuis maintenant 2 ans, ces diplômes, le diplôme du DU pour la laïcité est obligatoire pour les aumôniers, que ce soit les aumôniers hospitaliers ou les aumôniers pénitentiaires. Donc ça, c'est une très bonne chose et on ne peut que s'en réjouir. Voilà, ça, c'était pas le cas il y a encore 5-6 ans. Maintenant, c'est le cas, donc ça, c'est une bonne chose. Alors, revenons aux imams, puisque c'est quand même ce qui fait débat en France. Et ce qui fait débat en France, et ça, vous le savez bien, mais bien mieux que moi, il ne faut pas, au fond, confondre imam et prêtre, parce que le statut n'est pas le même. Dans le paysage religieux, ça ne s'inscrit pas de la même façon, et il y a différentes sortes, évidemment, d'imams. Donc, au fond, qu'un imam soit formé théologiquement, je dirais que ça ne regarde évidemment pas la République, puisque il y a cette séparation des pouvoirs et que il ne faut pas empiéter évidemment sur la formation religieuse. Mais qu'il y ait à côté de cette formation proprement théologique une formation aux faits religieux, c'est-à-dire à une comparaison avec au fond d'autres religions. Et puis tout simplement cette vérité première qui pour certains imams qui viennent de pays où il y a évidemment uniquement l'islam n'est pas toujours facile à comprendre, sinon intellectuellement, du moins profondément, c'est que en France, beaucoup de gens n'ont aucune religion. Et ça, c'est difficile à comprendre quand on vient d'un pays où, au fond, il y a une seule religion. Donc là, ce qu'il faut bien dire, c'est que il faut essayer de promouvoir maintenant en France des instituts de formation à côté de ces simples DU, ces diplômes universitaires qui, ma foi, maintenant fonctionnent bien, mais qui sont, même s'ils se multiplient, ne peuvent pas, pour des raisons évidemment pédagogiques, recevoir trop d'étudiants, puisque il faut être proche de chaque étudiant, donc ça ne peut guère dépasser une 20aine d'étudiants. Or, il y a des besoins beaucoup plus grands, et vous le savez. Donc, au fond, pour les imams, je sais qu'il y a un projet dont vous êtes sûrement peut-être au courant, qui est l'Institut musulman du Grand Paris, qui se tiendrait à Sevran. C'est un projet qui est en cours, qui est appuyé par des personnalités très au fait de ces questions. Et là, cet Institut musulman du Grand Paris aurait cet avantage extraordinaire, d'être dans des banlieues où il y a beaucoup une forte densité de population, s'intéressant, en tout cas pratiquant la religion musulmane, et surtout ce serait un institut qui non seulement donnerait une formation aux faits religieux, alors ce serait un institut qui ne donnerait pas une formation théologique, entendons-nous bien, mais c'est un institut qui veut donner une formation aux faits religieux, une formation philosophique, une formation évidemment juridique, c'est-à-dire que plus que jamais la loi sur la laïcité ne doit pas être vue comme un frein, une barrière ou quelque chose qui serait opposée à la religion. Elle n'est opposée à rien, elle est favorable à la liberté au sein d'une république. Et cette fameuse loi sur la laïcité, il faut commencer par le premier article qui dit que la République assure et garantit la liberté du culte, et non par le deuxième où la République évidemment ne salarie ni ne subventionne aucun culte, mais surtout, et c'est ça qui est très important, lisons par exemple l'article 31 qui me revient à l'esprit, où il est clairement dit qu'on ne peut pas contraindre quelqu'un à ne pas croire s'il croit, mais on ne peut pas non plus forcer quelqu'un à croire s'il ne le croit pas. Et donc c'est cette loi sur la laïcité, disons-le
clairement, et ne nous lassons pas de le répéter, c'est une loi qui va promouvoir la liberté, et une véritable liberté, non pas une liberté qui serait simplement de tolérance, et on sait très bien que si on s'en tient à la tolérance, alors vaut mieux être tolérant évidemment qu'intolérant, mais hélas, la tolérance peut, des conflits de tolérance, si j'ose dire, peuvent très vite dégénérer en quelque chose d'intolérable. Donc, plus fort que la tolérance, il y a le respect, un respect très simple, mais aussi très profond, très vif, et c'est cela que nous devons aussi mettre en œuvre. Donc, si j'ai mentionné cet Institut musulman du Grand Paris, c'est que c'est un projet qui me semble vraiment correspondre au mieux à votre question. Juste une question, si vous permettez, professeur. Je vous en prie. Elle est portée par qui, cet institut? Alors, il est porté par une association qui se trouve à Sevran. Il est porté par il y a eu des réunions, mais là, il faudrait que vous puissiez rentrer en contact avec des responsables. Alors, je vous donnerai les numéros de téléphone ou voilà, hors antenne, voilà, pour que vous puissiez rentrer en contact avec eux, parce que là, je crois que je sais que aussi bien dans les préfectures, enfin la préfecture Seine-Saint-Denis, que dans beaucoup d'associations, on suit de près ce projet, parce que c'est un projet qui me semble répondre alors au mieux à la réalité du terrain. Or, très souvent, quand on parle de questions, et vous le savez bien, et là encore bien mieux que moi, quand on parle de questions liées à l'islam, souvent c'est des débats qui soit sont tout de suite mis sur un terrain politique qui n'est parfois pas le plus aisé pour y répondre, ou bien sur des terrains purement intellectuels en disant est-ce qu'il est plutôt pour Keppel, est-ce qu'il est pour... Bon, bref, il faut sortir de ces débats et voir la réalité du terrain. Et l'avantage de cet Institut musulman du Grand Paris, c'est qu'il me semble correspondre exactement, et si je le promeux, alors je suis au courant depuis le début, mais c'est que vraiment ça me semble correspondre très exactement à une attente du terrain, parce qu'encore une fois, ce serait une formation, la première fois que des imams, au fond, auraient une formation en règle, suivie, et qui ne soit pas donnée... Professeur, oui, juste pour une précision par rapport à notre auditoire, comme ça il n'y aura pas de confusion, on parle d'une institution musulmane de Grand Paris. Ce n'est pas de la mosquée. Musulman du Grand Paris. Ce n'est pas, on parle pas de la mosquée de Paris. Puisque la mosquée de Paris, c'est l'Institut Al-Razali, et que je connais bien, mais c'est tout à fait autre chose, puisque la mosquée de Paris et votre précédent interlocuteur justement, j'espère bien. Voilà, je pense que vous avez écouté ce qu'il a dit, hein, donc le conseiller. Et ça me provoque ça me pose à poser une question à vous-même, hein, parce que là, ce qu'il a dit ce monsieur, c'est fort intéressant. Il a parlé de beaucoup de choses. Il a parlé comme quoi il est contre la fondation de l'islam, hein, qu'elle soit présidée par monsieur Jean-Pierre Chevènement. Donc il l'a dit d'une manière ouverte, hein, claire et nette. Il a parlé de l'expérience algérienne en matière de la formation des imams qu'il propose aux Français, hein, donc ça c'est autre chose. Mais vous êtes en train de me parler d'une solution de proximité à l'instar de ce qui se passe à Lyon avec la mosquée de Lyon. Alors oui, mais c'est encore plus, si vous voulez, là, oui, mais la grande différence, c'est que ça ne dépend pas d'une mosquée, vous voyez, mais d'une association, de différentes associations, et d'une association qui s'appelle entre autres OZES, HOZES, et c'est l'association 1. Voilà, hein, et c'est vraiment donc c'est des gens qui connaissent admirablement le terrain depuis toujours, et ce serait aussi une formation, et ça c'est très important, aux Français. Langue étrangère, l'association OZES, ça a été une des premières associations à créer, et on l'avait créé quand Didier Lesky était à l'époque préfet délégué à l'égalité des chances en Seine-Saint-Denis. Maintenant, il est directeur de l'Office français d'immigration et intégration. Mais au fond, nous avions créé un poste de français langue étrangère à Sevran pour justement des imams de Seine-Saint-Denis, de Sevran et de villes avoisinantes. Parce que, tout simplement, on s'est rendu compte, mais de choses très simples, que quelqu'un qui habite en banlieue pour des raisons
évidentes, de transport un peu compliqué, etc. Va pas aller prendre des cours de français langue étrangère au quartier latin. Bon, c'est évident. Encore une fois, vous voyez, ça paraît pas grandiose comme réalité, mais ce sont toutes ces petites réalités de terrain qui, mises bout à bout, font plus de choses que de grands discours théoriques, ce me semble. Voilà. Parfait. Donc ça, c'est le côté de formation des Voilà. imams. Voilà. Avez-vous d'autres propositions qui peuvent alimenter notre boîte à idées qu'on les met à disposition, bien sûr, à toute personne qui s'intéresse par rapport à ce dossier pour faire sortir ce problématique, imposer quelque part sur l'islam, parce que l'islam, il n'a pas de problème, mais par contre, on l'impose et on fait des choses au nom de l'islam, sachant que l'islam se lave les mains complètement de ce qui se passe, notamment ces terroristes qui polluent la vie à tout le monde. Et comme vous l'avez bien dit tout à l'heure, c'est une histoire de liberté. Même l'islam, il parle de liberté. Je crois que vous le savez mieux que moi. Donc, même, il y a des sourates qui en parlent, comme dinukum waliya dini. Vous avez votre religion, j'ai la mienne. C'est une sorte de liberté aussi et de respect de l'autre. Donc, voilà. La question qui se pose, avez-vous d'autres propositions qui peuvent être peut-être avec l'histoire du financement, peut-être avec l'histoire de la gestion locale, comme vous venez de le citer, j'en sais rien. Donc, vu vous êtes quelqu'un... Le point sur lequel je voudrais insister, puisque l'Institut musulman du Grand Paris, comme son nom l'indique, ce sera essentiellement à Paris et autour de Paris, en banlieue parisienne, mais Paris n'est pas, si c'est la capitale de la France, ce n'est pas toute la France, heureusement. Bon, donc, je sais qu'il faut, je sais qu'il faut développer partout et de façon très très précise une formation aux Français. Je veux dire qu'il faut coupler de façon nette et très claire laïcité et langue française, parce que c'est-à-dire si on laisse par exemple des imams qui peuvent être des gens tout à fait encore une fois religieusement compétents, humainement attachants, serviables, parfaits, bon, mais qui hélas ne pratiquent pas bien le français, ne sont pas bien capables de parler en français, ou en tout cas sont très embarrassés quand ils parlent français, c'est une réalité que tous vos auditeurs savent infiniment mieux que moi. Des jeunes français de confession musulmane ne sont pas capables de comprendre l'arabe, tout simplement. Vous le savez bien. Bon, donc à partir de là, si on fait encore une fois que la langue, évidemment, c'est l'arabe, mais qu'il faille en même temps traduire d'une part ce qui est dit le vendredi, notamment le jour de la grande prière, et puis qu'il faille non seulement ça, mais vous savez bien que le rôle d'imam, c'est souvent un rôle de conseiller, mais tous azimuts, c'est-à-dire il peut conseiller aussi bien quelqu'un sur le crédit d'une maison que sur des problèmes de couple, que sur l'éducation d'un enfant. Enfin bref, on sait bien que j'en connais assez. Les imams sont sollicités partout et sans cesse, et ça nécessite, mais vraiment, une connaissance du français. Quand je dis du français, c'est pas seulement une langue comme une matière, mais c'est beaucoup plus s'ouvrir à la réalité du pays dans lequel on vit, et par là même aussi s'ouvrir à des possibilités que donne donc le pays et la République qu'on ne soupçonnait pas. Et je sais que tous les imams qui ont fait par exemple du français, qui ont fait l'effort de se mettre au français, se sentent bien mieux et se sentent affermis dans leur travail d'imam. Je dis bien dans leur travail d'imam. Ça, c'est des témoignages que j'ai eus. Et ça, c'est une chance aussi pour nous tous. C'est-à-dire que, encore une fois, la laïcité, c'est pas un concept en l'air, c'est plutôt très exactement l'air que nous respirons. Et au fond, voyez-vous, nous en parlons. Vous êtes professeur, vous êtes sur la même ligne qui a été tracée la semaine dernière par le général François Chauvencé sur nos lignes, sur notre antenne. Il a parlé de la même chose. Il a parlé de la laïcité, mais il a parlé de la langue française. On parle pas de l'arabe. Ça permettra tout simplement. Donc il y a le courant qui est traduit. Il y a aussi d'autres choses qui sont traduites. Mais il faut que ça se fait par la langue française. Voilà. Et il a bien insisté là-dessus, d'autant pas d'autres qui parlent aussi qu'il faut qu'il y ait une éducation en arabe. Mais le général suite à ce que vous avez entendu parler, je crois, récemment, la laïcité militaire, donc, bien sûr. Il a parlé qu'il est temps qu'il y a la laïcité, mais aussi la langue française en toute priorité.
Bah, écoutez, professeur, j'espère bien que toutes ces idées, donc tout ce qu'on est en train de faire, Dieu sait, nous sommes heureux de constater aussi il y a pas mal de choses qui ont été reprises à travers cette émission. Nous sommes heureux aussi, comme quoi il y a de l'écoute sur un niveau très poussé à travers le monde, comme vous l'avez bien entendu tout à l'heure de l'Algérie. Il y a qui suivent cette émission, qui suivent les déclarations des uns des autres. J'espère bien qu'on arrive à participer d'une manière citoyenne, bénévole, ni plus ni moins, pour animer le débat et pour faire sortir l'islam en France de cette crise une crise qui fait beaucoup de dégâts pour tout le monde. Eh ben, en tout cas, sachez que j'ai été ravi et que je suis toujours ravi de répondre à vos questions, que tout cela n'est pas quelque chose d'individuel, ce ne sont pas des actions individuelles ponctuelles qui s'ajouteraient les unes avec les autres, mais comme vous l'avez très bien dit, tout ça se tisse ensemble, constitue une trame qui, je l'espère, pourra apporter, sinon des solutions, du moins des demandes de réponse à des questions qui deviennent de plus en plus urgentes et auxquelles, j'en suis persuadé, nous finirons par répondre positivement. Professeur Claude Roels, merci infiniment d'avoir accepté notre invitation et je vous dis à très bientôt. Mais c'est moi qui vous remercie et je vous souhaite une très bonne fin de journée ainsi qu'à vos auditeurs et auditrices. Merci beaucoup. Merci. Au revoir, monsieur. Au revoir. Arc-en-ciel. Arc-en-ciel, chaque dimanche, actualité, culture, économie, société et animation festive. Avec Abdelatif Arc-en-ciel, la chronique. Arc-en-ciel info. Arc-en-ciel, animation festive.